Et voilà. Donc, depuis quelques années, en fait, on remarque qu'il y a un certain intérêt d'associer la réalité virtuelle et les capteurs biométriques. On les voit s'intégrer davantage. Et dans cette présentation-ci, je vais essayer d'analyser avec vous certains enjeux éthiques liés à l'implantation de ces technologies qui deviennent de plus en plus petites, de plus en plus discrètes. J'essaie d'avoir les deux trucs. Depuis le début de la réalité virtuelle, en fait, on cherche à rendre toujours l'expérience plus immersive, plus confortable et réduire davantage le motion sickness. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, les premiers grands défis qu'on avait ou qu'on a encore un petit peu parce qu'on travaille toujours à ce niveau-là, c'est ça se situe spécialement au niveau des spécifications techniques. On veut une plus grande résolution, on veut un taux de rafraîchissement supérieur pour réduire vraiment ces effets de cybermalaise-là qui s'apparentent grosso modo au mal de mer. Aujourd'hui, on poursuit encore cette quête pour davantage de puissance et d'augmentation de spécification, mais on remarque un intérêt grandissant pour les données biométriques de l'utilisateur. On prend un peu le même angle de vue. On dit toujours que c'est pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, mais il y a d'autres possibilités que juste augmenter les capacités techniques des appareils avec les données biométriques du user. Donc, dès qu'on porte un appareil de réalité virtuelle, on consent déjà de façon implicite à ce que le système reçoive certaines informations par rapport à nous, même à la limite un petit peu biométrique, mais pas de façon très pertinente. On peut avoir la taille, on peut avoir, par exemple, l'espace entre les yeux, des trucs qui sont un petit peu anodins, disons-le comme ça. Mais ces informations-là sont importantes pour vraiment faire fonctionner le système. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de voir, ce qu'on voit se dessiner, en fait, ou du moins ce qu'on essaie de développer, c'est davantage des vrais capteurs biométriques, des vrais senseurs biométriques, euh, tels le eye tracking, ce qu'on appelle l'oculométrie en français. Donc, on veut voir le positionnement des yeux en tout temps chez l'utilisateur. Et on commence à avoir d'autres technologies plus avancées et un peu plus intrusives encore, où on parle, par exemple, d'électroencéphalogramme et d'électromyélogramme. Donc, vous voyez l'écouteur que vous voyez devant vous dans la slide, c'est aujourd'hui un électroencéphalogramme qui est fait par Emotiv qui s'appelle le MN8 et qui nous permet d'avoir certaines informations qu'on n'avait évidemment pas auparavant. Donc, je voulais juste donner un peu l'idée à quel point ça se miniaturise et à quel point ça peut devenir discret, en fait, surtout. Donc, changer le slide. Et voilà. Donc, c'est important avant de vraiment lancer les questions éthiques, c'est de me positionner parce que j'ai parlé d'immersion. Pourquoi, en fait, je veux faire ça, c'est que c'est en lien directement avec mon projet. Parce que depuis quelques années, moi, je suis impliqué dans plusieurs projets de réalité virtuelle qui vont avoir comme objectif généraux, disons, d'améliorer le statut d'un patient, que ce soit un enfant en soins pédiatriques pour lui faire diminuer la perception de douleur lorsqu'il subit ses traitements, ou que ce soit pour améliorer ou pour trouver de nouvelles façons de traiter des phobies en psychothérapie. Ça demeure un outil qui est de plus en plus utilisé au niveau clinique, disons-le comme ça. Donc, je n'aurai peut-être pas le temps de détailler en grande particularité ces champs d'études-là qui sont très passionnants, évidemment. Mais grosso modo, c'est simple. On utilise le fait de l'immersion, le concept de l'immersion, le fait qu'on est, je vais vous la définir plus spécifiquement, mais le fait qu'on est en immersion pour distraire la personne et arriver davantage à augmenter le point de vue analgésique de l'opération, par exemple. Donc, définition du concept d'immersion, ça devient complexe parce qu'il y a beaucoup de champs d'études qui s'y intéressent. Il y en a qui se sont intéressés à ce concept-là, même au niveau de la peinture. Moi, je parle vraiment du concept qui est plus lié à la réalité virtuelle. Et malgré que même dans ce petit monde-là, il ne fait pas consensus, je vais juste vous proposer celle que moi j'ai trouvée. Pourquoi? Euh, Parce qu'elle est quantifiable et on peut vraiment on peut la mesurer. Donc, elle part de Janet et c'est hyper important parce que, comme dirait un des grands penseurs de la question, on doit considérer qu'il s'agit d'un continuum. L'immersion, ce n'est pas on ou off, ce n'est pas une relation binaire. C'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut avoir une progression, en fait, au niveau de l'échelle. Et ça, c'est super important pour mon projet. Donc, l'immersion, c'est, en fait, vous les voyez un peu sur mes bullet points,
si on le résume assez rapidement, c'est d'être tellement engagé dans un environnement virtuel qu'on ne réagit plus, en fait, à son environnement réel ou moins, ou significativement moins. Donc, on peut prendre, par exemple, vous avez un enfant, vous essayez d'y parler pendant qu'il joue à un jeu vidéo, viens souper, il ne répond pas. C'est exactement ça, quand on parle de soins pédiatriques, par exemple, qu'on veut reproduire. On essaie de l'occuper au point ou de le rendre en immersion au point où il perd ce contact-là. Donc, Janet le définit de cette façon-là. Justement, on baisse la perception temporelle. On ne sait plus ça fait combien de temps qu'on est dans le système. On baisse la perception spatiale. Donc, la personne n'a plus vraiment conscience en temps réel de où elle est. Et on veut vraiment un sentiment d'implication et un sentiment d'être présent dans le monde virtuel. Donc, c'est vraiment autour de ça que j'ai décidé de fonder mon projet, en fait. Pourquoi? Parce que justement, c'est quantifiable. Donc, je trouve ça vraiment important de pouvoir savoir, en fait, quel est le niveau d'immersion qu'il y a là. Et l'autre aspect qui est vraiment très pertinent, c'est que l'étude de Janet démontre, en fait, on sortait une analyse qui a mis un lien entre l'immersion et le eye tracking. Donc, ils ont remarqué que le eye tracking change en fonction du niveau d'immersion dont l'utilisateur va faire preuve. Et voilà. Donc, le projet que j'ai, si je vous le résume très rapidement, c'est en fait que la façon qu'on le mesure, même avec le eye tracking, c'est toujours en le comparant avec un formulaire, right? C'est tout le temps, on va avoir un questionnaire à la fin de l'exposition. Donc, on commence par mettre la personne dans un environnement VR et après ça, on lui fait passer un formulaire et on le sait maintenant si pendant son exposition, elle a vécu un sentiment d'immersion fort, moyen, et on peut avoir ça. Dans mon projet, à moi, en fait, c'est que je veux le savoir en temps réel. C'est ça l'idée, parce que si, par exemple, je mets le device, l'appareil sur la tête d'un enfant pour un soin pédiatrique, bien, je veux savoir est-ce que ça fonctionne là ou est-ce que je suis mieux de reprendre ou d'améliorer la situation, ou même en deuxième lieu, peut-être que je pourrais modifier le contenu en temps réel pour pouvoir améliorer le sentiment d'immersion. Donc, la première étape du projet, c'est encore le même principe. On va mettre une personne en réalité virtuelle et on va faire la collecte des données oculométriques. Donc, ensuite, on lui fait remplir le même genre de questionnaire d'évaluation. La troisième étape, en fait, ou la quatrième étape, où ça devient intéressant, c'est qu'on lui met ça dans un algorithme de deep learning en entraînant les données oculométriques au niveau des données indépendantes. Et la variable dépendante, en fait, devient vraiment le score du formulaire. Donc, si on fait simplement une petite règle de base au niveau des modèles d'IA, bien, ça nous permet justement de pouvoir prévoir les prochains cas, donc les prochaines personnes qui pourraient avoir ça en temps réel, on pourrait savoir est-ce qu'elles sont en train de vivre quelque chose de très immersif, moins immersif ou moins immersif. Ça demeure une hypothèse, ça demeure à tester, mais c'est ça le projet. Je suis au début de mon doctorat, ça dit en passant, donc il y a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est ce qu'il y en a par rapport à ça. Quand on m'a demandé, en fait, c'est ma directrice, Maud Bonenfant, qui m'a demandé de peut-être participer à cette conférence, j'ai fait, ben, je pourrais penser à mon projet. Je ne suis pas un spécialiste d'éthique, mais ça demeure quand même fort pertinent de se poser des questions un petit peu plus loin que ce que les comités éthiques nous demandent. Donc, c'est là que je me suis lancé vers ça en discutant avec elle et ça a quand même enrichi beaucoup ma réflexion qui n'est pas terminée, mais je vous la propose ainsi. Donc, une des problématiques que je vois, parce que là, je vous montre comme tout le beau côté par rapport à mon projet, évidemment, parce que je n'ai pas de mauvaise intention liée à ça, mais il y a quand même des possibilités de dérapage. Donc, la première que je vous propose, c'est justement que les données biométriques, dans un système capitaliste comme dans lequel on vit là, peut-être en surfant un petit peu sur la conférence précédente, ben, ça soulève des questions éthiques importantes parce que on ne peut pas ignorer les entreprises qui sont derrière les appareils et derrière les plateformes. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, de toute évidence, on va parler des grandes entreprises du numérique. Donc, on va parler de Meta, Facebook, on va parler de Microsoft qui veulent aussi travailler avec HoloLens pour créer leur métavers. Il y a plusieurs grandes entreprises, Google avec le Google Glass. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, de réalité mixte, ce sont ces entreprises-là qui sont derrière. Donc, c'est quand même important. Et quand on regarde ça sur une étude de cas précise là, ou une étude d'événements, micro-événements, quand Facebook ont acheté Oculus, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implanté, ils ont imposé en fait le O-Authorization, donc le Connect with Facebook. On est obligé d'avoir un compte Facebook aujourd'hui pour jouer avec l'Oculus. Donc, il y a clairement une volonté, il y avait une volonté dès le départ de faire une synergie entre les deux plateformes, ça c'était évident. Donc, la question qui se pose est en lien avec ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données-là finalement? On sait que leur modèle d'affaires est fondé essentiellement, en fait, sur le fait de vendre, d'utiliser les données des utilisateurs. Donc, j'arrive ici. Déjà, éthiquement, le fait qu'on a une espèce d'acceptation ou de complicité tacite, en fait, ou on a un faux choix, en fait, quand on commence. On a toujours une espèce de grand wall of text
quand on veut s'abonner à une plateforme comme Facebook, quand on veut utiliser l'Oculus, mais qui lit ça et est-ce que c'est vraiment un consentement explicite? On peut en douter. On le voit aussi, il y a eu quand même des liens avec les données. Ce n'est pas comme si les entreprises n'avaient pas utilisé ces données-là à des choix éthiques douteux. Les publicités ciblées, ça en sont un exemple évident, ou à influencer des choix démocratiques, même parce que ça demeure une implication. On voit Cambridge Analytica, on a vu ce qui s'est passé. C'est peut-être, ça c'est avec des données sociodémographiques, quand on est rendu dans les biométries avancées, donc on parle d'électroencéphalogramme, on commence à avoir des informations très évidentes. Et la question qui peut peut-être se poser, c'est est-ce qu'on a, en fait, est-ce qu'on a le choix? Si l'utilisateur n'est même pas conscient lui-même de son niveau d'excitation, de son niveau de stress, et on met ça dans des algorithmes d'intelligence artificielle, est-ce qu'on a vraiment le choix, le libre arbitre, en fait, quand il vient nous tente de nous afficher une publicité ou de sélectionner quelque chose directement? Donc, malgré tous les investissements en PR au PR de Facebook et compagnie, pour nous faire croire dans une espèce de grande mission de connecter tout le monde et d'échanger au niveau social, je crois qu'il faut être un peu naïf de croire que ça ne sera pas utilisé. La première utilisation aussi, la seconde utilisation que je vois en fait est encore en lien avec les contenus publicitaires, avec tout ce qui est neuromarketing. On commence à avoir des possibilités de ciblage vraiment, vraiment rapidement. Non seulement de l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, on est capable de cibler très précisément l'utilisateur qu'on veut, mais on peut aussi cibler le moment où on veut avoir cette personne-là. Donc, c'est quand même une question qui se pose parce que ça reste un enjeu. C'est possible. On sait qu'avec les devices comme le jeu ou même avec le eye tracking, on peut savoir combien de temps la personne a regardé même notre application. Donc, ça devient quand même un petit peu invasif, disons-le, tout simplement comme ça. Donc, si je poursuis rapidement là-dessus, c'est très difficile, en fait, aujourd'hui, tu sais, on a un peu l'argument de dire « Ah non, mais on n'est pas obligé d'être sur cette plateforme-là », mais est-ce qu'on a vraiment le choix dans le sens où la société est tellement dirigée, nous pointe toujours tellement vers ces plateformes-là que oui, on a le choix, mais aujourd'hui, c'est devenu le moyen de communication principal de bien des gens. Si on s'en va vers les métavers, si on commence à développer des technologies biométriques dans ces appareils-là, qu'on vit, à place d'avoir un téléphone dans les mains, on est rendu avec des lunettes dans le visage, ça demeure quand même un enjeu assez important. On va vers ça, on tend vers ça et ce serait très surprenant qu'on ne soit pas. Ça m'embête beaucoup personnellement au niveau, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que quand on regarde ces entreprises-là, on regarde les dark patterns qu'ils vont utiliser pour, par exemple, le cas typique d'essayer de déliter son propre compte Amazon. Si vous avez déjà fait l'expérience, c'est tout un défi. Évidemment, si on arrive avec ça, on a ça dans le visage et en plus de ça, on a des informations que même l'utilisateur même n'est pas nécessairement conscient au premier degré. Est-ce que l'entreprise est rendue qu'elle nous connaît mieux que nous, en fait? Donc, le dilemme est, est-ce qu'on accepte ces capteurs biométriques-là au sens de, OK, on améliore l'expérience utilisateur ou par le fait même, on les tolère en fait pour ces secondes utilisations-là. Et tu sais, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a une solution? Il n'y en a pas tant de solutions, en fait, outre que passer par le côté légal de la chose. En fait, de mon avis, je pense qu'il doit y avoir un cadre légal et législatif, en fait, qui sera imposé aux entreprises pour limiter. On voit qu'il y a un peu d'intérêt par rapport à ça, mais on a toujours l'impression que, évidemment, ces décisions-là arrivent un petit peu trop tard. On le voit, c'est important pour les entreprises parce que Facebook, juste là, vient d'annoncer la semaine dernière, je crois qu'ils ont perdu 10 milliards cette année parce que Apple ont réduit en fait la possibilité de ponctionner ces informations-là. Donc, ça pose ces questions-là. Il y a aussi le fait, si j'arrive un petit peu sur mon side, il y a le côté aussi même humain de la chose. Une entreprise qui pourrait acheter ces informations-là, on pourrait prendre l'exemple d'un assureur ou quelque chose comme ça. On sait que ça se fait aujourd'hui, que les assureurs achètent ces informations-là. Est-ce qu'on va avoir une personne, parce que là, avec l'électroencéphalogramme, on peut avoir le heartbeat, on peut avoir énormément de données même qui sont plus avancées au niveau de la santé. Est-ce qu'on va toujours vouloir assurer une personne qui, avec la corrélation de notre intelligence artificielle, que le lien que notre intelligence artificielle va faire, cette personne a un heart rate moyen de ça, elle passe tant de temps avec ça dans le visage, elle fait tel truc, en plus, on a les données de mouvement et tout ça. Cette personne-là, on pourrait dire, OK, peut-être à risque davantage d'avoir un AVC, par exemple, dans un algorithme d'intelligence artificielle, ce serait possible de faire ça. Je ne sais pas si ça fonctionnait, ça reste une hypothèse, on s'entend, mais est-ce que l'assureur va accepter d'assurer une personne si elle a cette information-là? Donc, le propre même de l'assureur est de jouer un peu à la roulette. La personne qui a un pépin va là, mais si la personne a beaucoup de chances de perdre à la roulette,
ne fonctionnera pas. L'assureur ne voudra peut-être pas l'avoir. Donc, si on résume cette espèce d'argument capitaliste-là, je trouve ça quand même super important de le spécifier parce que ça demeure l'argent au bout de ça va contrôler ce qu'on va développer, en fait, au bout du compte. C'est ces entreprises-là qui le développent et ils le font pour certaines raisons. Donc, même si nous, au niveau de la recherche, on s'y intéresse de façon différente, c'est d'autres choses. Dernière chose que je voudrais poser comme question, c'est vraiment peut-être un petit peu plus profond et je tiens à préciser que je ne prétends vraiment pas être un spécialiste de l'éthique ou de la philosophie en général, mais je me pose des questions sur, en développant des appareils comme ça, en fait, à quel point est-ce qu'on affecte notre vision même de l'être humain, en fait? Est-ce que l'être humain est simplement une addition, en fait, des signaux qu'il va émettre, en fait, des signaux biométriques qu'il va émettre? Est-ce qu'on peut résumer un peu à la Minsky? Est-ce qu'on dit que l'être humain, en fait, pourrait être complètement reproduit de façon numérique? Personnellement, je trouve qu'on s'en va un petit peu vers, un petit peu pas vraiment, mais on s'en va en allant vers ça, vers une pensée très transhumaniste. Et c'est assez réducteur par rapport à ce que l'être humain peut être. Donc, il y a quand même des enjeux, des questions qu'on pourrait se poser par rapport à ça. Je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus aussi. Ce n'est pas nécessairement un dialogue d'un seul côté, mais c'est une question que je lance comme ça. Donc, est-ce que l'être humain peut être numérisé, quantifié, et à quel point ça peut être réducteur, et quels impacts pourrait avoir au niveau social et démocratique, en fait, par rapport à ça, d'intégrer ce genre de device-là dans d'autres appareils qu'on va avoir tous les jours de nos vies et qu'on va porter éventuellement, probablement, à presque permanence, comme les téléphones.